tous, merci pour votre patience et toutes nos excuses pour ces petits aléas techniques et merci beaucoup pour cette belle énergie pour réussir à vous proposer une présentation en son et en images, car la proposition que vous allez pouvoir voir ce soir d'intervention de Guillaume Gallois pour Noma Édition et de Sophie Chenel pour les procédés Chenel méritait vraiment qu'on puisse se donner cette peine de vous présenter les choses avec les visuels qui vont bien. Alors donc on a la chance ce soir pour les rencontres des Gobelins d'accueillir Guillaume Gallois qui va venir nous parler, enfin qui est venu pour nous parler de Noma Édition dont il est le cofondateur avec Bruce Ribet et qui est donc que je vais vous présenter en quelques mots et qui va pouvoir ensuite prendre la parole pour vous parler de tout ce qu'il produit aujourd'hui dans le domaine du design. Guillaume Gallois a une formation d'ingénieur de production avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'architecture commerciale, du design expérientiel et de l'ingénierie, ce qui lui a permis de développer une forte sensibilité à la question de la création et puis des compétences aussi d'adaptation qui sont tout à fait remarquable. Sa carrière a débuté au service de marques de luxe comme Sephora et Louis Vuitton, où il a piloté le développement des concepts retail entre 1998 et 2011. Puis il a ensuite rejoint Philips Lighting à Amsterdam, et où il a dirigé l'équipe Iconic Project Team, puis créé et dirigé l'équipe de Global Design Consultancy pendant 5 ans. Il vous expliquera, j'espère, ce qu'il faut entendre derrière ces termes qui sont qui sonnent international à nos oreilles. Et puis là, il a pu mettre au point des expériences globales et innovantes centrées sur le client. Et ensuite, il a cofondé donc l'agence Square G, qui aujourd'hui prend le nom de Studio Jean-Marc Gady. Et c'est l'ensemble de ce parcours qui va nous présenter avec notamment et particulièrement Noma Édition. Bonsoir. Alors, il faut que je me mette prêt. Vous me dites si ça va, si vous m'entendez bien. Merci de votre patience, en effet. Désolé pour la petite pièce de théâtre qu'on a jouée devant vous. J'espère que c'était entertaining. Alors, je ne vais pas passer trop de temps... Je ne vais pas passer trop de temps à parler de ce que j'ai fait avant. Je ne suis pas sûr que ça ait forcément de sens ce soir, même si, en effet, un tout petit peu, j'y reviendrai dans la partie contexte et genèse du projet. Mais il y a déjà énormément de choses à dire, et il y aura peut-être des questions aussi, et je préfère qu'on garde du temps pour ça. Toujours est-il que, en effet, tout ce que j'avais fait avant, et voilà, c'est le fil de la vie, mais en effet, petit à petit, m'a toujours amené à ce que je fais aujourd'hui. Et donc, si je le relis très vite, c'était l'univers du luxe qui a nourri notre envie de qualité, de faire les choses bien, et quelque part de durabilité, en tout cas un des sens de la durabilité. Et après, le design et la technique, en effet, moi je suis, comme Héloïse l'a dit, je suis ingénieur et j'ai toujours travaillé très près de la création, et c'est ça qui a forgé mon envie d'arriver à une maison d'édition. Alors Noma, ça a été créé en 2020, première collection en janvier 2020. Pardon, je vais un peu vite, mais du coup, c'est les 5-6 choses dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Donc, comment est né Noma ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on s'est décidé sur quelque chose, et vous verrez pourquoi je dis ça. Toutes les matières qui aujourd'hui nourrissent Noma, et puis toutes les autres choses qui font Noma, et notamment les engagements, et quels engagements, et on verra que c'est très très large. Dans la partie aujourd'hui, je vous montrerai les résultats. Voilà, à quoi ça ressemble la collection Noma aujourd'hui. Et puis on parlera un petit peu, et je pense que c'est peut-être de là qu'il y a le plus de questions, c'est les perspectives, c'est la partie positive, et les limites aujourd'hui qui complexifient de façon très générale l'envie, le besoin, la nécessité de créer de la durabilité dans tout ce qu'on fait.
Et voilà, et quelles sont les contraintes, les grandes contraintes, les limites qu'on y voit, et puis je serais ravi de répondre à vos questions s'il y en a. Donc contexte et genèse, on est deux, super important, en tout cas pour nous en tant qu'entrepreneurs, d'entreprendre à deux sur des questions aussi complexes que celles auxquelles on touche là. Se poser toujours la question à l'un, à l'autre de est-ce qu'on fait des choses bien, est-ce qu'on avance mieux, on n'est jamais sûr de soi, donc c'est extrêmement important. Bruce n'est pas là ce soir, mais c'est vraiment un duo. Et un duo est complémentaire et avec la même... avec un petit peu le même cheminement, c'est-à-dire qu'avec Bruce, on s'est rencontrés, on travaillait en effet tous les deux chez Louis Vuitton, lui faisait des magasins, enfin dessinait les magasins, moi je les fabriquais, pas tout seul évidemment, mais en tout cas je développais le concept, et puis on a même travaillé dans la même équipe à un moment. Et alors pourquoi c'est important dans la construction d'Onoma? C'est important à deux titres. Le premier titre, c'est en effet, Louis Vuitton était une entreprise, et je ne suis pas dithyrambique sur tous les aspects de celle-ci, mais qualitativement, qui nous donnait, qui faisait pas de cadeaux, qui avait une ambition folle et qui donnait les moyens de les réaliser. Et ça, il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire. En revanche, on a travaillé pendant 2-3 ans à essayer de faire avancer le développement durable dans cette entreprise. Je pense qu'on aurait pu y travailler 20 ans. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, à un moment, on a changé. Voilà. Et dans le luxe en général, c'est extrêmement compliqué de changer les business models, etc. Mais ça nourrit des choses, et on a continué à avancer. Bruce a continué à travailler dans cet univers-là en tant que conseil, et puis moi j'ai fait d'autres choses. Je me suis rapproché du design, de la compréhension, de la façon de penser dans le design, etc. Et donc en 2018, on se retrouve tous les deux à se dire on a fait plein de trucs, est-ce qu'on ne travaillerait pas un petit peu pour nous? Le mobilier, ça nous trotte dans la tête, et on se réfléchit à comment on fait du mobilier en 2018. Voilà, on n'est plus... on sait ce que ça veut dire qu'éditer du mobilier, on ne sait pas ce que c'est, on ne l'a jamais fait, on sait ce que c'est en produire, mais éditer du mobilier, en tout cas ce qu'on comprend avec aussi l'expérience qu'on a avant, c'est qu'on ne passe pas à côté des problématiques de durabilité, de développement durable, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier truc qu'on se dit, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de refabriquer du mobilier? La réponse, en vrai, on la connaît, c'est non. Mais il y a deux choses qui viennent à ça. C'est un, est-ce qu'on se sent, nous, de créer, je ne sais pas, une plateforme, un truc pour faire du mobilier de seconde main? Pas vraiment. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va être pertinent là-dedans? Qu'est-ce qu'on sait faire? Est-ce que moi je sais coder? Est-ce que voilà, je ne suis pas forcément un vrai commercial, donc ça ne nous va pas. Et on se dit, il y a des... Enfin, il y a de l'immobilier qui sort tout le temps. Personne aujourd'hui n'apporte de réponse intéressante à ça. Tout le monde, il va y avoir du mobilier mis sur le marché et il n'y a pas de réponse pertinente. Peut-être que là, il y a quelque chose pour nous. Ça, on sait le faire. On sait dialoguer avec les designers. On sait fabriquer. On sait mettre au point, etc. Donc voilà, on y va. Et donc à partir de là, on pousse un peu le truc et on se dit, bah, c'est quoi fabriquer du mobilier neuf, durable? Et ben on va voir un petit peu tout ce que c'est. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment, on tombe là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a à l'écran. Et ce truc-là est magnifique. On trouve ça vraiment génial. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, on ne sait pas ce que c'est ici. En vrai, on met ça dans la main, donc on sait ce que c'est. Je le vois. En fait, c'est une grande plaque que je vois moi. Et je demande comment ils l'ont fait, comment ils l'ont fabriqué. Ils me disent, bah, c'est du plastique, on l'a broyé, on a mis tout ça dans une grande presse, on a chauffé un petit peu et ça a fait ça. Et il vient d'où le plastique? Ah bah c'est les déchets de machin. Et moi je tombe des nues et je me dis en fait c'est magnifique, ça ressemble pas à du plastique, ça ressemble à ce que vous voulez. Et surtout on s'en fout. C'est juste que c'est beau, il y a un caractère esthétique super fort. Et c'est la première fois dans ma tête que je fais le lien entre matière recyclée et désirabilité. Et tout d'un coup, je me dis, il y a un monde devant nous si on arrive à faire ce truc-là. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le meuble recyclé, c'est un canapé en palette. On n'a pas envie de s'asseoir dessus. Il y a plein de gens qui ont clairement pas envie de l'acheter. Et puis, c'est pas désirable, quoi. Et donc, on se retrouve dans un truc où on a des contraintes, on a un mur devant nous. Et ce qu'on nous dit, c'est ce que vous avez qu'à faire. Enfin, je résume, hein, mais asseyez-vous sur un canapé en palette et tout va bien aller. Wow, faire des efforts dans ce sens-là, on va pas y arriver, on le sent bien. Et tout d'un coup, je vois ce truc-là et je me dis, alors on va pas faire un canapé avec ça, mais en tout cas, ça peut nous donner les moyens d'aller plus loin. Donc c'est vraiment l'étincelle et c'est ce truc-là. Et puis à partir de là, on commence à faire des recherches. Et il y a alors peut-être pas des centaines à l'époque, mais il y a vraiment des dizaines de matières de recyclés qui sont belles, qu'on trouve
qu'on imagine. Et depuis, donc ça fait 3 ans qu'on fait ça, aujourd'hui on a peut-être 350, 400 dans notre bibliothèque. Mais il y en a tous les jours. Tous les jours, on a des... Enfin, j'exagère, toutes les semaines. On a des gens qui nous appellent en disant « je fabrique ça, je fais du machin, j'ai récupéré des trucs, etc. » Et c'est super intéressant. Donc très rapidement, ce que vous voyez là, et en fait j'ai des échantillons. Il y en a un, c'est des écailles de poisson. C'est 99% d'écailles de poisson, 1% de pigments. C'est broyé, il n'y a pas de résine. C'est magnifique, c'est celui qui est sur la gauche, le plus près des textes, en haut à gauche. À droite, donc, vous l'avez vu. En bas, à droite, c'est du papier. Alors celui-là, il est moyennement bien parce qu'il y a quand même beaucoup de résine, mais c'est génial. C'est des panneaux en papier recyclé. On en fait des rampes de skateboard, donc c'est ultra, ultra solide. On peut le faire sur l'épaisseur qu'on veut, mais c'est quand même magnifique. Et alors nous, on aime particulièrement le champ là, qui est totalement irrégulier. Voilà. Et le dernier, en bon ingénieur, c'est mon préféré, c'est un composite. Alors, il y a plein de trucs sur la biodégradabilité, etc. Mais peu importe si on fait fi de ça aujourd'hui. Composite monomatière biodégradable. Juste quand on a dit ça, moi je trouve que c'est fou. Ça veut dire que et la fibre. Donc composite, c'est donc une fibre et un durcisseur. Donc une fibre de carbone et une résine, une fibre de verre et une résine, etc. Ce qui fait que c'est pas du tout recyclable, parce qu'une fois qu'on a mélangé la fibre de carbone et la résine, on ne peut pas revenir en arrière. On y arrive un petit peu, mais c'est des composés chimiques ultra compliqués. Là, pour la première fois, ils font une fibre qui s'appelle un comélé, donc c'est la même matière, c'est juste que c'est des composants un tout petit peu différents. Il y en a un qui fond un petit peu avant l'autre, et du coup, on a une seule fibre, et quand on vient la presser et la chauffer, il y en a une qui fond plus vite, et donc qui va faire la résine, le durcisseur, et on se retrouve avec un composite comme ça, en monomatière, qui est fait à partir d'amidon de maïs. Oui, il y a des problématiques sur les cultures qui sont utilisées pour ça et pas pour nourrir, mais voilà. À usage modéré, c'est quand même super intéressant. Et sur le principe, c'est recyclable parce que les gens sont capables de refaire de la fibre à partir du scrap de ça. Et pas biodégradable. Non, je disais une bêtise, mais recyclable. Donc voilà. Donc, conclusion de ce truc-là, c'est qu'il y a un monde de matières incroyables, recyclées et recyclables qu'on peut utiliser. Donc là, on avance un petit peu. Alors ça suffit pas, hein, les matières recyclées, c'est vachement bien, et les matières recyclables non plus. Après, il faut faire du mobilier recyclable aussi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger ces matières-là, ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'on n'ait pas des assemblages permanents, etc. Et donc là, il nous faut des gens qui aient la capacité de réfléchir, qui soient créatifs, qui puissent tout ça. Et donc on commence notre quête, et on va voir des gens qu'on connaissait, des gens qu'on ne connaissait pas, on leur explique ce qu'on veut faire. Ils nous regardent un peu comme des fous parce que voilà, parce qu'on n'existe pas, parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on fait ça. Et il y a toute cette liste-là de gens qui nous disent ok, banco. Donc il y a RDAI, il y a Saint-Baron, il y a Charlotte Juillard, il y a qui Arnaud Courennes, que vous connaissez bien au Mobilier National. Ils ont fait il y a un numéro spécial qui est sorti sur eux. Donc c'est quand même une bonne bande de designers, alors plutôt français parce qu'on a commencé à les voir, mais il y a Martino Gamper qui a dessiné pour nous aussi. Et après, il y en a 3 autres qui viennent nous rejoindre, mais on se dit qu'on est sur la bonne route, quoi. Quand ces gens sont là, on se dit qu'on va y arriver et qu'on va faire quelque chose de chouette, et on leur explique. Et on leur explique, donc ils disent c'est super, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. On leur dit non, faites-nous du mobilier. Donc on leur donne des briefs, etc. On les a formés aussi, c'est-à-dire qu'on les a mis, on se fait accompagner, nous, par un cabinet qui s'appelle Coopérative Mu. Et donc on les a mis, tous ces grands enfants là, on les a mis autour d'une table et on leur a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est une ACV, qu'est-ce que ça veut dire durable, c'est quoi la différence entre recyclé et recyclable, pourquoi on peut avoir une matière recyclée qui est recyclable mais ne pas avoir à la fin un mobilier qui est recyclable. Donc voilà, c'est plein de petits détails. Comment, comme je disais, c'est quoi les impacts quand on fait une ACV? Super, on a une analyse d'impact, et donc qu'est-ce qu'on en fait à partir de ça? Comment est-ce qu'on peut challenger toutes ces informations qu'on a? Et donc ils sont tous là, ils ressortent la tête un peu comme un chaudron, mais ils disent c'est super, quoi, on continue. Et donc voilà. Et donc on va voir le résultat ensuite. Mais on se dit nous qu'on a trouvé notre triptyque, et qui sont vraiment les 3 piliers de Noma. C'est le design. Alors
et le design comme pratique vraiment et pas simplement comme stylistique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut des gens qui comprennent, enfin qui soient capables de faire la synthèse entre les problématiques sociales telles qu'elles sont, sociales, sociétales, etc., comportementales, comprendre les usages, comprendre la technique, être capable de transformer ça dans un beau dessin, être capable de comprendre qu'à un moment, hop, on est dans un mur, on revient en arrière, on repart dans l'autre sens, etc. Et ça, vraiment, c'est le designer qui sait faire ça. On peut aller lui... voilà, les matières recyclées, on en a parlé. Et puis pas mal de R&D quand même. Alors, à l'échelle d'une petite entreprise comme la nôtre, mais de la R&D, c'est-à-dire que on fait des tests, quoi. On revient un petit peu et on passe beaucoup de temps alors nous ou nos fabricants, même s'il y a plein de choses qui ne sont pas extraordinairement complexes, à chaque fois il faut quand même y passer un peu plus de temps que les matières qu'on connaît, qu'on a l'habitude de travailler. Bêtement, travailler du plastique recyclé, c'est les mêmes outils ou très souvent les mêmes entreprises que celles qui travaillent du bois, mais ça va pas être les mêmes vitesses de coupe, ça va pas être exactement les mêmes outils, etc., etc. Donc il y a un petit peu de R&D et puis des choses un peu plus complexes. On y reviendra, notamment avec la console, avec là carrément des brevets qui sont déposés, pas par nous, mais par nos fabricants, pour arriver à des choses incroyables. Voilà. Et puis il y a des engagements un peu plus généraux. Alors là, je vais faire la part un peu entre des engagements d'entreprise. On va parler de certification d'entreprise à mission, on va parler de certification B Corp, et puis après des engagements à l'échelle des produits qui sont un peu plus, on va dire, sur la partie droite de l'écran. Alors les engagements d'entreprise, c'est des choix. Voilà, on décide de se donner une raison d'être, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'au fond, on veut changer? Et donc notre raison d'être, ça a été utiliser le design pour inspirer et inciter un comportement durable, éco-responsable et social, parce qu'on pense que comme entreprise, et notre médium à nous, c'est les objets qu'on produit, on pense qu'on peut induire un changement de mentalité, un changement de comportement, une façon différente de regarder les choses. Et que ça a du sens et c'est un projet pour une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ça, faire partie des entreprises à mission. Et puis, alors B Corp, c'est autre chose, il y en a peut-être qui sont familiers de ça. C'est plus sur la façon dont l'entreprise est dirigée et managée. C'est une certification américaine qui sort de Benefit Corporation. Peut-être certains ont entendu parler de Patagonia, qui est une entreprise qui fait des... Voilà, le patron de Patagonia, Yvon Chouinard, a été un de ceux qui ont beaucoup poussé pour la création de B Corp, qui sont arrivés d'ailleurs. C'est, je crois, le plus haut score de B Corp, Patagonia. Et de notre côté, on est le plus haut score européen B Corp pour une entreprise de mobilier. Alors, c'est plus facile, hein, quand on est 5 personnes, c'est plus facile que quand on est une multinationale, mais quand même, c'est une vraie fierté. Et donc voilà, et donc ça dépend de la façon dont on fait nos finances, dont on manage nos équipes, dont on organise tous les événements, etc. Et donc et de l'autre côté, donc les engagements au niveau des produits qu'on peut lire, je vais peut-être pas tous les passer. Le premier, celui qui est central et que vous voyez au milieu là de toutes ces affiches, c'est vraiment travailler vers un modèle circulaire. Et c'est des mots qui reviendront tout au cours de cette intervention, mais en effet, utiliser des matières recyclées, alors, ou pas, mais en tout cas, utiliser des matières recyclées et des matières recyclables, et faire en sorte que, par l'utilisation, la transformation qu'on leur donne, l'usage qu'on va en faire, on conserve ce caractère de recyclabilité. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut pouvoir démonter notre produit et faire en sorte que les matières qu'on a utilisées puissent à nouveau avoir une nouvelle vie, soit comme une chaise, soit comme quoi que ce soit d'autre, une bouteille, une assiette, j'en sais rien, un volant de voiture, un skateboard, je sais pas, un principe constructif, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça un petit peu la clé aujourd'hui. On sait que c'est pas facile, mais beaucoup d'énergie dépensée dans l'industrie pour faire ça. Et c'est pas le plus simple. C'est-à-dire que si on repense un petit peu à la façon dont sont faites les choses, aujourd'hui, on se soucie pas de démontabilité, on se soucie pas de toutes ces choses-là. Et pourtant, on est arrivé à un niveau, comment dire, de qualité
perçu par n'importe lequel d'entre vous, c'est-à-dire qu'on est capable de se dire voilà, ça j'aime parce que voilà, je vois bien que la qualité est géniale. Et ça, c'est souvent le fruit de 70 à 100 ans d'industrie, d'optimisation, etc., qui ont fait que ce qu'on fabrique est magnifique. Voilà. Alors, c'est pas recyclable, mais c'est magnifique. Et ben aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce même travail avec la même exigence, mais avec des contraintes en plus. Donc à nouveau design, donc R&D, donc tout ça, et peut-être un petit changement de perception parfois, un changement sur les choses qu'on fait, sur l'acceptation pas des usages, parce qu'on va pas les... Enfin, en partie des usages, pas celui qu'on fait des produits, mais la façon dont on va les garder, les conserver, les traiter, etc. Et voilà, ça change un peu. Et puis au-delà de ça, il y en a pas mal d'autres. Donc vous voyez, 83% de matières recyclées dans nos produits, fabrication française. Alors ça, c'est un engagement plus politique, entre guillemets, que écologique, parce que qu'on fabrique de l'autre côté de la frontière, en Italie ou en Suisse, voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Mais on aime bien cette idée de renforcer le tissu industriel français, faire de l'attention aux produits toxiques, comme je vous le disais, une ACV pour chaque produit. Alors une ACV, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme-là. ACV, ACV, ça veut dire analyse de cycle de vie. Super important, c'est-à-dire que on va regarder dans un produit de l'extraction des ressources à la mise à la poubelle, les impacts associés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va enlever de la pierre dans une carrière? Donc, combien d'énergie il faut? Comment on va la transporter, quelle transformation on va apporter à cette pierre, où est-ce que ça va se faire, quels sont les intrants de tous les procédés qu'on va utiliser, quels sont les produits en sortie de toutes les transformations, etc. Et ça à toutes les échelles du produit. Typiquement, il y a un exemple qu'on utilise très souvent, et en tout cas c'est celui qu'utilise Coopérative Mu, mais on va avoir une grande carte, on le fait souvent avec des jeans parce qu'on voit que le coton il est cultivé je sais pas où, puis il est transformé aux États-Unis pour être filé, puis reparti au Vietnam pour être tissé, puis teint je sais pas où, puis bref, en gros on se rend compte que n'importe quel produit aujourd'hui à un moment a fait 4 fois le tour du monde malgré toute l'attention qu'on peut y faire. Et donc l'analyse de cycle de vie consiste à calculer et additionner tous les impacts liés à tout ça. Alors, très souvent, c'est des impacts qu'on finit par assimiler à l'empreinte carbone, mais c'est sur plein d'autres choses. Donc ça va amener de la toxicité des eaux, ça va utiliser des radiations ionisantes, enfin bon, bref. Là, ça devient très compliqué, mais ça donne une cartographie, un diagramme qui nous dit qu'est-ce qu'on fait de à peu près bien et qu'est-ce qu'on fait de vraiment pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas nous, hein, mais qu'est-ce qui se passe de bien ou de pas bien dans les process, et en fait, ça nous donne toute une liste d'améliorations possibles. S'il y a un procédé qui est ultra énergivore, par exemple, on va dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire. Si ça a fait 3 fois le tour du monde parce que je sais pas, il y a un procédé de teinture qui se fait je sais pas où et qu'on ne peut pas faire ailleurs, mais on va se dire peut-être qu'on va trouver un bleu qui se fait différemment. Enfin, voilà, ça donne une vision de la fabrication du produit qui est extrêmement détaillé et en même temps extrêmement pragmatique, et qui fait qu'on prend un petit peu dans la tête la première fois qu'on le regarde, surtout qu'en général quand on les aime beaucoup, hein, mais quand ils nous montrent ces analyses-là, ils nous les mettent avec plein d'images super bien, d'algues qui pullulent, de feux en Amazonie ou de trucs comme ça, et on se dit ah ouais, on est vraiment responsable de ça, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Mais c'est extrêmement intéressant. Et ça permet d'améliorer le produit à chaque fois, sachant que la quête, et c'est une discussion qu'on a énormément avec les gens avec qui on travaille, c'est jamais de se dire voilà, ma chaise elle est bien, non, ma chaise elle est un peu mieux que les autres chaises et je sais comment je peux encore l'améliorer. Voilà. Et cette quête de l'amélioration continue, c'est vraiment un vrai changement, c'est-à-dire que c'est jamais fini. Et à chaque fois, soit dans la matière, soit dans l'assemblage, soit dans la logistique, soit dans voilà, quoi que ce soit, les traitements, le stockage, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, soit fondamentalement, et peut-être qu'il faudra changer de produit à un moment, soit petit bout par petit bout, parce qu'on va changer la façon dont on le fait. Voilà. Je parle beaucoup, il y a plein de trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, arrêtez-moi.
Alors, le dernier point qui est ultra important, en tout cas pour nous, mais on y reviendra à la fin dans les limites, c'est la transparence. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on fait d'une façon à ce qu'elle soit réellement comprise? Nous, on trouve que c'est extrêmement important. Il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Il faut le dire. Et il n'y a que à ce prix-là qu'on pourra aussi donner le choix et donner à comprendre à tout le monde de faire des choses qui sont mieux. Encore une fois, pas des choses qui sont bien, des choses qui sont mieux. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, les produits. Donc nous, on a pris le parti de donner la provenance de toutes les matières premières, de dire lesquelles étaient recyclées ou pas, d'où elles venaient, etc. Et quand on nous demande, alors on peut pas mettre tout ça dans nos catalogues, mais voilà, en général, on a quand même 1 heure d'histoire sur chacun des produits parce que on les connaît encore. On a une petite collection et on explique tout ça avec plaisir parce qu'on trouve que ça fait partie de l'histoire et que ça permet à tout le monde d'en apprendre toujours un peu plus. Donc voilà la collection aujourd'hui, enfin une partie, il y a des shots, il y a des produits très près, on va revenir en détail un petit peu dessus, mais ce dont on est, nous, le plus fier aujourd'hui, et bizarrement en termes de marketing, on est en train de modifier ça, et puis peut-être je vous demanderai notre avis, c'est que notre ambition première était vraiment de se dire, moi je veux bien des produits avec des matières recyclées, mais je veux pas que ça se voit. Je veux pas que ça crie matière recyclée. Je veux pas que quand on rentre, on se dise, oh là là, vraiment, ils ont fait des matières recyclées. On trouve que ça a pas mal marché. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur notre stand Maison et Objets ou quand vous venez à notre showroom, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et alors on nous l'a reproché. Il y a plein de gens aujourd'hui qui achètent et qui disent, non mais attendez, moi je paie plus cher parce que on y reviendra, mais c'est souvent les matières recyclées sont plus chères, les transformations sont plus chères, etc. Je paie plus cher et en plus ça se voit pas. Non mais enfin, voilà. Pour des entreprises qui viennent là parce qu'il faut que dans le bilan à la fin de l'année il y ait marqué on a fait des achats machin, ça devient important que ça se voit. Donc on a un peu cette bataille interne où on se dit bon, on fait quand même des trucs qui nous plaisent. Moi à long terme j'ai pas du tout envie que, enfin puis ça deviendra totalement anecdotique et probablement inintéressant de faire en sorte que ça se voit que ce soit des matières recyclées. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est super intéressant, c'est quand on a une esthétique nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des matières en effet qui sont recyclées, qui ressemblent à rien qu'on connaissait avant, mais qui ont une esthétique en soi et qui sont pas forcément reconnaissables comme matières recyclées. Donc nous on aime ça. Mais voilà, donc ça c'est la collection. Donc voilà, des chaises, des tables, des consoles, quelques objets, etc., etc. Et quand on les présente, on les dit comme ça. Donc elle s'appelle en général, tous les produits ont un nom et un numéro. Et le numéro, c'est le pourcentage de matière recyclée à l'intérieur de ce produit. Donc Seine, c'est la chaise, elle a 93,7% de matière recyclée. Le fauteuil, alors on s'était promis de ne pas jamais faire moins de 75. Bon, ben voilà, ben l'EM il s'appelle 42 parce qu'en fait on pensait que l'acier des tubes on allait pouvoir le tracer. La vérité c'est que j'en sais rien, donc je sais toujours pas s'il est recyclé ou pas celui-là. Autant sur la chaise je le sais, autant sur le fauteuil je sais pas, donc ben, on est redescendu à 42%. Celle qui est intéressante aussi c'est Arca, c'est une console qui est en pierre à 88% de matière recyclée et qui déploie des trésors de savoir-faire dedans. On en reparlera peut-être après, je ferai un petit focus là-dessus. Je ne sais pas depuis quand je parle. Il me reste 1 minute ? Oui, quelque chose comme ça. Allez, il me reste 1 minute. Voilà, ça parle un petit peu de soi. Je voulais juste faire deux focus dessus. Celui-là, il est intéressant. Donc ça, c'est voilà, un fauteuil. Donc la coque en arrière est en plastique recyclé. Pour la petite histoire, c'est du polystyrène choc et il est fait à partir de pots de yaourt. Donc voilà, donc il y a plein de pots de yaourt qui font ce produit. Donc 100% le plastique est à 100% recyclé, l'acier à 30%, c'est les moyennes nationales, le tissu polyester recyclé à 78%, la mousse 30%, c'est-à-dire que la mousse, on sait acheter de la mousse recyclée, sauf que si je mets que ça, c'est vraiment pas confortable, parce qu'aujourd'hui c'est trop dur. Donc on n'utilise que 30%, on est en train d'avancer. Et il y a une structure en bois qui est du bois récupéré. Donc il y a des panneaux qu'on rachète, ceux-là on les achète à Atelier Emmaüs, qui ont des bois qui ont déjà eu une vie, hop, on les découpe et ça nous fait notre structure en dessous. Donc voilà, et c'est un fauteuil qu'on a réussi à développer grâce au VIA, French Design, VIA, je ne sais plus trop, et qu'on fabrique
a plein d'endroits en France. Mais en gros, le thermoformage de la coque, il est fait en Bourgogne, et l'assemblage de la structure et la tapisserie sont faits en Bretagne. Il a été dessiné par Charlotte Julliard, qu'on aime beaucoup, qui a dessiné une grosse partie de notre collection. Un petit point là-dessus, celui-là, il est particulièrement intéressant par rapport à ce que je vous disais au début. Alors, pierre recyclée, il y a quand même besoin que j'explique un petit peu ce que veut dire recycler là. Donc, c'est pas de la poudre, c'est pas du reconstitué. Peut-être que c'est une définition un petit peu étirée qu'on en fait, mais en tout cas, on n'extrait pas de matière et en fait, on rachète les gens avec qui on travaille. Alors ça, c'est fabriqué dans les Pouilles en Italie, parce qu'il y a 2 brevets qui sont détenus par les fabricants, qui sont des compagnons du devoir français, mais qui sont installés dans les Pouilles. Et donc, eux, ils rachètent tous les blocs de tous leurs collègues autour. C'est-à-dire que tous les blocs de fin de chantier, ils les rachètent et ils développent des savoir-faire pour pouvoir les utiliser. Et donc, il y a 2 brevets. Un brevet qui est utilisé pour le plateau. En fait, le plateau, il y a un principe de fracturation sous vide que je ne peux pas expliquer parce qu'il y a un brevet, mais en gros, c'est une sorte de sandwich qui est fait à plat, donc comme un système de plaquage. Et puis après, ils viennent fracturer ce sandwich pour lui donner de la forme. Ils arrivent à faire ça en double concave, c'est vraiment magnifique. Donc on utilise, je pense que pour faire le plateau, on a utilisé un bloc de pierre qui est comme ça. Donc c'est incroyable. Et puis on peut utiliser aussi de la pierre qui n'est pas propre à de la construction, qui est peut-être un peu fragile, qui peut être veinée, etc. Et pareil, les pieds, donc c'est des carottes. Là, par contre, c'est des carottes qui sont mises en forme et qui sont précontraints. C'est-à-dire qu'il y a 200 kg de tension dans chaque pied pour lui donner un peu de cohérence. Donc juste un câble qui passe à l'intérieur. Il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de composite, il n'y a pas de colle, etc. C'est une pièce magnifique. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est qu'on est vraiment dans la pièce. Alors, c'est pas de la pièce de galerie parce qu'elle n'est pas numérotée, mais en termes d'esthétique, en termes d'approche, c'est vraiment quelque chose qui fait changer la façon de voir. C'est-à-dire que même pour des produits extrêmement haut de gamme, on se dit, oh, en fait, entre ce que je vous disais tout à l'heure, la R&D, le designer à qui on donne le brief, etc., on se retrouve à avoir des trésors. Enfin, cette pièce est vraiment incroyable. Et on trouve que c'est vraiment par rapport, encore une fois, et c'est ce que je vous disais au début, à ces contraintes vers lesquelles on va, où on se dit en fait il faut que ce soit moins bien, ça va être compliqué, on n'a quand même pas très envie d'aller dans ce mur et de faire toutes les choses qu'on nous demande de faire. Et on se dit en fait on peut encore rêver à des choses qui vont faire que cette vie-là, elle va être chouette, quoi. Il n'y a pas que des contraintes à avoir, et c'est pas que arrêter de prendre l'avion tous les 15 jours, c'est aussi vivre dans un environnement qui nous plaît vraiment et qui a du sens. Donc cette pièce-là est vraiment symbolique de ça. Et puis, ça, on l'aime beaucoup aussi. Ça fait pas longtemps qu'on l'a sorti. C'est un petit plateau de travail. Alors celui-là, il est intéressant pour 2 choses. Un, pour la façon dont il est fait et la chose à laquelle il sert. Un, parce qu'il sert quelque chose qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'avoir. Donc c'est un petit plateau qu'on peut amener avec soi. On peut travailler dans le lit, on peut travailler dans une réunion informelle, on peut travailler où on veut. Donc on pose son téléphone, par exemple, son ordinateur, et puis ça permet de travailler. Et lui, il est 100% fait aussi en plastique recyclé et en Île-de-France. Donc c'est très très local. Alors l'usinage n'est pas fait en Île-de-France, mais la collecte des déchets et la transformation de la matière, elles sont faites en Île-de-France. Et on adore ça. Et si je vous dis ce que c'est des intérieurs de portes de frigo et des caisses à poissons. Voilà, donc dit comme ça, c'est toujours un petit peu... voilà, donc on retrouve du polystyrène choc et du polystyrène expansé. Et à nouveau, on est sur une texture, sur une matière, notamment le blanc. Le fond que vous voyez là, c'est la même matière. C'est la matière avec laquelle on le fait. Et on trouve que, voilà, alors, bien sûr, nous viennent à l'idée des choses très minérales, un peu de la pierre, etc. Mais quand on est proche, ça ne ressemble pas à ça. Le toucher est très intéressant. Et on aime cette direction que ça prend, vraiment de retomber sur une esthétique qu'on ne connaissait pas. J'aime masser, c'est peut-être parce que ça nous plaît, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand on échange avec des gens, je pense qu'il y a un petit peu de vrai. Il y a eu
pas mal de grosses révolutions. Moi, j'en note deux dans le design. Il y en a une qui est voilà et qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais la première, c'était celle de l'utilisation des matières qu'on appelait non nobles, des matières de construction. C'est-à-dire quand dans les années 20, Prouvé, Perriand, tous ces gens-là ont commencé à utiliser des matériaux qu'on jugeait non nobles à l'époque parce que c'était des matériaux de construction ou des matériaux, etc. On a dit ils s'en foutent. Il y avait une révolution esthétique folle et encore aujourd'hui, on trouve que c'est quelque chose, enfin, ça a totalement révolutionné la façon de voir nos intérieurs, de les construire, de les concevoir, etc. Il y en a une deuxième qui était plutôt années 60, fin des années 60, 70, en tout cas jusqu'aux années 80, qui était le plastique. Encore une fois, énorme révolution dans la façon de concevoir, d'utiliser, alors avec des bons côtés et des très mauvais, mais dans la façon de concevoir, de dessiner, de fabriquer, ça a quand même tout révolutionné. Je pense qu'on est au début d'une troisième, pas celle des matières recyclées, mais de la conception d'objets durables. C'est-à-dire qu'on les conçoit, on doit vraiment les concevoir d'une façon qui font qu'on doit se retrouver dans un cercle, dans une économie circulaire. Et je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on va voir des choses incroyables se faire. Je vais un peu vite, hein, mais c'est important d'aborder ça aussi. Les limites et les perspectives. Alors les perspectives, on les voit, on sait qu'on a besoin d'aller là-dedans. Je ne sais pas s'il faut y passer trop de temps, mais on voit bien que les courbes de changement des comportements, elles évoluent, ça commence à monter, tout le monde se sent concerné. Je trouve que les limites sont plus intéressantes à aborder et je crois qu'elles sont culturelles. C'est-à-dire que la nécessité aujourd'hui, c'est de partager tous un socle commun de compréhension des enjeux, des problématiques et de sortir d'un manichéisme qui dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je pense qu'on est vraiment dans un champ où, alors, il y a un peu ce que j'expliquais tout à l'heure qui était de dire l'important c'est que ce soit mieux, c'est d'avancer, c'est d'aller dans ce truc-là, mais également de sortir d'un champ qui est très partagé aussi dans la presse, dans tous les sujets, et pas que le développement durable, qui est toujours d'avoir des avis extrêmement forts et extrêmement radicaux sur tout ce qu'on fait, alors qu'on est en train là de toucher des curseurs et d'avancer petit à petit. Et il y a plein de choses qui peuvent être bien. Il y a plein d'entreprises qui doivent faire ça, qui vont prendre des chemins différents, que ce soit, voilà, nous parfois ça nous arrive, les gens viennent nous dire en disant mais quoi, vous utilisez du plastique, vous vous rendez pas compte, le plastique c'est mauvais, etc. Ouais, le plastique, il y a plein d'utilisations pour lesquelles c'est vraiment dégueulasse, je suis le premier à le dire. Maintenant, il y a des tonnes de plastique qui ont été utilisés, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, c'est pas forcément une plus mauvaise utilisation qu'une autre, donc on va pas le jeter à l'eau, on a bien vu ce que ça faisait. Et par contre, ouais, on va essayer aujourd'hui de garder l'utilisation de plastique vierge pour des choses qui ont du sens, pas pour des sacs en plastique, mais peut-être pour des seringues. Là, ça a du sens, peut-être. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut avoir cette perspective-là en tête et à chaque fois essayer de comprendre pourquoi les choses ont été faites et puis être capable de juger soi-même de ce qu'on fait. Je pense que ce qui sera bon pour une personne ou pour un usage pourrait être mauvais pour un autre. Et il faut qu'on retrouve un petit peu cette complexité de réflexion. Et à nouveau, une grosse partie du vocabulaire que j'ai utilisé, qui est pourtant très simple, recycler, recyclable et produit recyclable, rien que ça. Je sais que je passe beaucoup de temps à l'expliquer à chaque fois que je fais des interventions chez des architectes d'intérieur, des distributeurs, etc. Et on sent bien que, on en est au début, hein, mais qu'il est nécessaire de partager toutes ces notions-là. Et c'est par là qu'on avancera tous. Donc les limites, elles sont encore un petit peu basses. Il va falloir un peu pousser. Et puis, il y en a une autre qui est, peut-être je terminerai là, qui est la compréhension financière de ce que ça veut dire de faire tout ça. Aujourd'hui, l'achat de matières recyclées est plus cher. Les quantités dans lesquelles on produit, aujourd'hui c'est des quantités modestes, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. La production en France coûte plus cher et en même temps, personne ne va contre ça, c'est-à-dire quand on va voir des entreprises qu'on leur dit voilà, on fait du mobilier qui est comme ça à partir de matières recyclées, on calcule tous les impacts, on le fabrique en France, on dit c'est super, on adore et tout, etc. Voilà la note, non, on ne peut pas, vous ne rendez pas compte, on ne peut pas les sous, etc. Totalement compréhensible, on est les premiers à le savoir, mais je pense que
Ça aussi, il faut qu'on recomprenne la nécessité des investissements. Et je ne dis pas que tout le monde doit acheter des produits Noma. Et c'est probablement très bien d'avoir d'autres produits qui sont beaucoup moins chers. Mais je pense qu'il faut savoir redonner le prix des choses et probablement aussi savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, la valeur d'un produit dans une entreprise, il est donné par sa durée d'amortissement. Voilà. Si on est capable de l'amortir sur 5 ans, la même chaise amortie sur 7 ans, eh ben on a le droit de l'acheter plus cher. Parce qu'il y a 2 ans de plus d'amortissement. Ou de faire 2 ans d'économie. Mais en fait, c'est à ces fondamentaux-là qu'il faut revenir pour être capable de transformer un petit peu la façon dont on voit les choses. Parce que juste simplement le fait d'amortir une chaise sur 7 ans, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on ne va pas l'acheter, déjà, parce qu'elle aura de la valeur. Et que donc, peut-être qu'on se permettra d'acheter une chaise qui est mieux faite, plus solide, qu'on sait maintenir, parce qu'on saura qu'il y aura un marché qui aura été créé pour le revendre, pour la maintenir, pour la remettre en place et pour lui garder sa valeur. Et dès qu'on commence à réfléchir comme ça, on déconstruit tout ce système. Alors on n'est pas des radicaux, hein, on n'est pas des ayatollahs, mais on trouve que c'est quand même vachement intéressant de lier le design d'un côté, les produits, la production, les matières et les aspects financiers et comptables d'une entreprise pour une bonne chose. Et c'est peut-être par ça qu'on va finir sur cette réflexion que je vous envoie, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire chacun et qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui est attirant, qui est désirable et qui nous donne envie d'avancer. Ça, c'est un slide qu'on met parfois en introduction, que j'aime beaucoup. Là, je suis sûr qu'il y a plus de gens qui connaissent Augustin Trapenard, qui faisait les émissions sur France Inter à l'époque, quand je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais. Et donc, il avait toujours une petite introduction au départ. Et un jour, pendant le confinement, je crois, je tombe là-dessus. À la radio, je l'entends et du coup je l'ai enregistré. C'est pas grand chose, c'est intéressant, et c'est de là que nous on a voulu s'appeler le meuble d'après. Mais il fait pas cette distinction entre évidemment il y a un avant, un après. Non, il dit c'est une idée. Le monde d'après, c'est juste ce à quoi on se permet de réfléchir. Et voilà. Et je trouve que ces 2-3 phrases sont assez belles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est pour la fin ou est-ce que j'ai largement dépassé le temps? Alors on peut les voir en ligne. J'ai dû amener un catalogue, je peux le faire passer. On a un showroom qui normalement est un showroom professionnel, mais faites un petit groupe et on viendra et venez nous voir. Et ouais, pour l'instant c'est plutôt nous. Après on est distribué par un peu tous les gros distributeurs aujourd'hui, les Silvera, RBC, etc. Si vous les cherchez, ils nous revendent, mais on n'est pas trop exposé encore. Oui, bonsoir. Deux petites questions. En ce qui concerne la table que vous nous avez montré, le recyclage de la pierre, je n'ai pas bien saisi, sans dévoiler éventuellement des secrets. Ce sont des morceaux de pierre agglomérés pour donner le plateau. Alors le plateau, c'est vraiment un système comme du plaquage, mais sur des épaisseurs un petit peu plus fortes, etc. Et sur un sandwich. Donc pierre, béton, pierre. Donc ça donne la cohérence. Et après, c'est fracturé sous vide. Plusieurs morceaux assemblés. Ouais. D'accord. Et deuxième question, la cherté du plastique recyclé, ça vient des processus de recyclage qui les rendent chers? Ça vient d'un ensemble de choses. C'est que, alors, la comparaison, et c'est le plus facile pour comprendre, c'est que, allez, ça fait 60 ans qu'on optimise le process du puits de pétrole à la presse à injecter. Et aujourd'hui, vous voyez, la taille de l'industrie du plastique, elle est phénoménale. Et du coup, les coûts du plastique, ils sont vraiment ridicules. En effet, l'industrie du plastique recyclé, elle est toute neuve. Ils font quelques plaques par jour, j'allais dire. Et il doit y avoir, s'il y a une dizaine de fabricants en Europe, je pense que c'est le max. Et donc, en effet, ce procédé de récupération, vous voyez, déjà, nous, on mélange tout, on met toutes les poubelles, donc il va falloir trier, hygiéniser, l'amener au bon endroit et après rebroyer, à nouveau retrier en fonction des couleurs, des matières, etc. Et donc, ouais, c'est un petit peu difficile. Et puis, c'est une petite industrie. Donc, en fonction de l'évolution du prix du pétrole qui risque de se renchérir dans les prochaines dizaines d'années, ça deviendra très concurrentiel, à mon avis. Ouais, probablement, oui.
probablement. En tout cas, c'est notre pari. C'est votre pari, oui. Ouais. Enfin, c'est notre pari. Non, c'est pas notre pari, c'est ce qu'on pense. Mais c'est pas un pari parce qu'on n'y gagnera pas grand-chose. À part, j'espère que ces coûts voilà. Mais de la même façon que la compréhension des enjeux risque à un moment de faire balancer le truc vers des gens qui vont se dire bah non, je vais pas racheter du plastique vierge pour une chaise. Est-ce que ça a vraiment du sens? Voilà. Non, je préférerais que ce soit la deuxième version d'ailleurs. Attendez, il y a la dame devant vous. Vous exposez vos meubles et objets au salon meubles et objets de maison et objets. À partir de jeudi, venez, il n'y aura personne vu que c'est la grève. Oui, à partir de jeudi, mais bon, ça dure jusqu'à lundi. Ouais, mais vous nous donnerez les références de votre stand parce que Hall 6, stand J28. Hall 6 Oui, stand J28. D'accord. Alors après, vous pouvez retrouver plein de trucs sur notre site nomad-édition.com. Je suis bon, si c'est marqué là. Moi j'ai une petite question. D'abord merci pour la présentation, c'était très intéressant et très clair. J'ai une petite question sur le coût énergétique du recyclage, parce que vous mentionnez la quantité de matière recyclée, et vous arrivez à des taux, si on peut dire, qui sont vraiment très importants, mais je me pose quand même un peu de questions sur peut-être une analyse d'impact que vous auriez pu faire, parce que recycler de l'acier, ça veut dire aussi dépenser pas mal d'énergie. Recycler du plastique, en général, il faut le chauffer de nouveau, etc. Voilà. Alors, je ne connais pas ces chiffres par cœur, mais avec plaisir, je dois les avoir on peut les regarder. Alors, il y a deux choses. L'acier recyclé, en fait, ça fait très longtemps que ça existe et que ça se fait et qu'on ne le sait pas, et que encore aujourd'hui, la complexité, c'est pas d'avoir de l'acier recyclé, c'est de savoir que ça en est. Et l'industrie est ultra opaque. Et alors, je ne sais plus quel est le rapport. Je pense que c'est pas le 10e, mais c'est quand même bien plus intéressant d'avoir de l'acier recyclé. Et surtout, c'est pas du minerai de fer qu'on extrait. Donc, c'est surtout dans ce sens-là que c'est intéressant. Pour faire très simple, le principe, et en effet c'est très énergivore, c'est qu'on met tout l'acier qu'on a récupéré partout, qui est rouillé, dans une grande bassine qui fait la taille du mobilier national, on met 2 grosses électrodes et on fait fondre tout ça. Malgré tout, c'est moins énergivore que d'aller récupérer du minerai, de le mélanger à du coke, de faire des hauts fourneaux qui tournent, etc. Et le rapport, je ne le connais pas, pardon, mais je demanderai à Coopérative Mu qui les connaît par cœur. Sur le plastique, alors c'est une très bonne question, et je crois qu'en effet, sur l'énergie, c'est moins intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un parti pris sur cet aspect-là. De se dire, et c'est une question qu'on se posait aussi, et c'est pour ça que je parle de complexité, et qu'à un moment il faut déniaiser un peu le truc, parce que il y a plein de gens qui vont dire bah ouais, mais ça dépense plus d'énergie, donc peut-être que c'est totalement bête. Oui, et puis on rejoint la question de l'optimisation des process, etc. Mais sur la question de l'énergie, je crois que c'est plus énergivore, un petit peu plus énergivore de produire du plastique recyclé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit que sur cet impact-là que c'était moins bien. Mais en revanche, encore une fois, c'est un pari. Le jour où on a une industrie qui est un peu plus forte, et très vite, ça va changer. Voilà. Et puis encore une fois, ça veut dire qu'on n'extrait pas du pétrole, ça veut dire qu'on ne fait pas traverser des gazoducs dans tous les sens. Enfin, il y a énormément d'autres avantages. Et donc, à un moment, ce que je disais, c'est le parti pris. Pas du tout simpliste de se dire moi je pense que la bonne façon de faire c'est ça. Alors aujourd'hui, au début j'y pense moi tout seul et je me dis peut-être que c'est une bonne idée, et puis je demande à des gens qui font les calculs et qui me disent ouais voilà, parce qu'ils sont habitués, et puis je dois leur faire confiance. Ouais. Bonjour, je vais continuer. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant le processus de fabrication entre le moment où vous recevez la matière première et le produit final. Est-ce que vous avez des ateliers pour tester, ou alors est-ce que c'est par exemple les fabricants qui arrivent avec leurs contraintes et ensuite vous... Alors c'est un peu multiple, mais très souvent nous on achète de la matière déjà transformée. C'est-à-dire que le plastique, moi je ne vais pas chercher le plastique vierge, le broyer et le transformer. C'est-à-dire que je m'appuie, et c'est une grosse partie du travail, je m'appuie sur des filières que je juge suffisamment pérennes pour soutenir mon activité.
Et après, il y a en effet une deuxième transformation qu'on fait faire, et on est éditeur au sens vraiment simple du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'atelier, enfin, un petit peu d'assemblage, mais on n'a pas d'atelier de transformation, et donc je vais aller chercher des fabricants qui ont ces savoir-faire-là. Donc par exemple le plastique, les plaques de plastique, on va les faire thermoformer et découper, et ça on le fait, je vous disais, soit une partie en Bourgogne et une partie de l'autre côté de la frontière en Belgique. Voilà, et puis après il y a plein de choses différentes. Bonjour. Je voulais savoir si, en ce qui concerne l'inflammabilité des objets, ça vous a posé des contraintes particulières? Alors oui, et je vais élargir aux certifications en général. Alors il y a plusieurs choses. Les plastiques en général, voilà, sur la flammabilité, et notamment sur les rejets, à partir du moment où ça brûle, c'est pas génial. Qu'ils soient vierges ou qu'ils soient pas vierges, c'est pas formidable. La réalité, c'est qu'en général, sur certaines applications, dans les plastiques vierges ou les mélanges faits à plastique de plastique vierge, on rajoute pas mal de chimie aussi pour les rendre moins inflammables, etc. Ce qu'on ne fait pas trop, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des certifications qu'on ne passera pas toujours. Voilà. En revanche, on les fait tester sur les COV. Voilà, sur les émanations. Très souvent, c'est des plastiques qui ont déjà quelques années d'existence, et donc l'essentiel des COV s'est déjà dégagé, et donc on a très peu de rejets de COV. Mais sur la flammabilité, ouais, sur quelques certifications, c'est un problème. Typiquement, on avait un projet sur la mousse recyclée, pareil, pour avoir des on n'a pas de standard, enfin on n'a pas de standard, on peut pas passer on n'a pas la traçabilité de l'origine, et donc c'est extrêmement compliqué. Et sur des projets, on avait un projet sur un aéroport, on trouve des choses, typiquement on en sache, donc on a on va mettre la mousse, le pain de mousse dans un sachet qui lui sera inflammable, enfin ininflammable dans l'autre sens, parce que sinon ça marche pas. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très très éclairante. Je pense qu'on pourra encore poser beaucoup de questions. Et on va à présent donner la parole à Sophie Chenel. Alors Sophie Chenel, vous avez rejoint la société familiale Procédés Chenel en 1994 après des études de commerce international et avoir suivi les ateliers de dessin Philippe Ourdet. Vous avez poursuivi le développement et la commercialisation des techniques et matériaux adaptés à la décoration dans les lieux recevant du public de l'entreprise Procédés Chenel. Vous avez, avec cette entreprise, toujours eu à cœur de collaborer avec les architectes, les designers pour développer des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement. J'ajouterais avec les écoles de design aussi que vous sollicitez régulièrement, dont la créativité est régulièrement stimulé par les propositions que vous pouvez faire. Et en particulier, aujourd'hui, pour la présentation, vous allez nous parler de la fabrication d'un nouveau matériau issu de la récupération des décors et de leur transformation en plaques rigides, appelé le dropcake. Oui, c'est ça. Alors, je rapproche le micro. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce que je fais au quotidien. Je suis au service des créateurs, des scénographes, pour faire des expositions dans les lieux recevant du public. Donc par exemple, là on a, ça c'est une expo qui s'appelait Meet My Project, qui est une manifestation pour promouvoir le design. Vous voyez un écran suspendu qui sera à la fin de la manifestation roulé en boule, et voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne peut pas le réutiliser. On a en fait des projets qui sont de très court terme. Nous, on est au service des créateurs dans l'événementiel. Quand vous faites un stand, là, on va être également sur Maison Objet. On essaie d'être le plus beau. Ça dure 4 jours. Du coup, voilà, ça c'est notre métier. Bon, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis la 4e génération. Et on est comme ça, on fabrique des choses qui durent peu et qui doivent être belles, qui doivent être non-feu. Pour le coup, c'est vrai que c'est des critères auxquels on est soumis. Voilà, ça c'est une présentation d'un salon qui s'appelle Tex World,
qui est sur les textiles. Là, on est sur une manifestation qui regroupe des milliers de personnes qui viennent du monde entier. Et pour la petite histoire, qui n'étaient pas autorisés à faire le salon Première Vision, puisque les critères peut-être sociaux n'étaient pas respectés. Et donc, Première Vision a refusé ses exposants. Et il y a une société allemande qui s'appelle Texworld, qui a donc créé ce salon, un peu un salon parallèle. Voilà. Bon, pour la petite histoire, à la fin du salon, les exposants déchiraient des petits morceaux de ce papier. Donc ils voulaient ramener ça chez eux. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une bonne idée, continuons à faire des trous dans le papier, ça peut peut-être marcher. Là, on a continué à en faire. Voilà, c'est des espaces temporaires qui peuvent durer longtemps, qui tiennent très très bien. La seule limite, c'est notre pire ennemi. Je le cite ce soir, ne m'en veuillez pas. C'est le garçonnet de 8 ans. Voilà. Alors lui, il est terrible. C'est celui qui... Le garçonnet de 8 ans. Voilà. On l'aime pas celui-là, parce qu'il aime bien tout déchirer. Pas tous, bien évidemment. Mais les filles ne font jamais ça, bien entendu. Donc, on se méfie du garçonnet de 8 ans et on suspend les trucs en l'air. Donc, on est aussi spécialiste des plafonds et des choses qu'on ne peut pas toucher. Donc, à peu près 30 tonnes de ce matériau est utilisé dans notre société depuis, moi, ça fait, je ne sais plus combien de temps, mais un certain temps, 26 ans, je crois. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un composite, donc je reviens un petit peu sur ma définition du composite, qui est en fait un mélange de matières qui ne sont pas semblables et qui ne sont pas dissociables à la fin de l'usage. Et donc ce papier, il est magique, il est fabriqué en France, mais c'est un composite. Et du coup, je ne peux pas le recycler. Alors, ce que je vous dis, mais ma préoccupation première, c'est de mettre 30 tonnes de ce produit pour des usages intéressants, événementiels, louables. Mais après, quid? Donc ça, c'est le problème. Alors, ça fait quelques années qu'on cherche à trouver des solutions. On a mis un gros tas, comme vous voyez, dans le showroom. Malheureusement, bon, voilà, on a invité des designers, parce que c'est bien souvent eux qui ont la solution. C'est eux qui réfléchissent. Et puis, c'est nos clients aussi. Donc, on les a sollicités et on leur a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Alors, ils sont venus en nombre. Ça, c'était en 2015. Et on a eu des stars, des étudiants, voilà, c'était assez hétérogène comme réponse, mais c'était fabuleux et on a eu plein de réponses intéressantes. On peut dire que ça, c'est plutôt de l'upcycling ou du surcyclage aussi, en français, on peut parler français. Voilà, avec des propositions super intéressantes. Notamment un tapis. Alors, je ne sais pas si vous voyez une souris apparaître sur l'écran. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est un tapis qui était fabriqué en reprenant des petits morceaux de papier qu'on a ensuite, vous savez, roulotés. Tout le monde peut faire ça. Et puis, on fait des petits cigares comme ça. Puis ensuite, on coupe des petits morceaux et on obtient des petites pastilles. Et donc, ensuite, il suffisait de coller ces petites pastilles pour en faire un tapis. Ou on va dire même une tapisserie, parce que c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de l'abîmer avec des souliers. Voilà. Donc ça, c'est une designer qui s'appelle Isabelle Deyron, qui a beaucoup de talent, qui nous avait fait ça. À droite, le kimono aussi, c'était une super idée. C'est Noé Duchauffour qui a récupéré des morceaux de papier, les a recollés entre eux, et on a fait un magnifique kimono. On s'est même dit, tiens, ça serait vraiment la solution de recréer du papier à partir du papier, de faire des collections comme ça de papier. Sauf que, bon, le problème, c'est qu'il va falloir recoller ces morceaux. Comment est-ce qu'on recolle ces morceaux? Difficilement, on n'a pas l'outil, donc c'est à la main. Et là, on repart sur des logiques de prix qui ne sont plus acceptables et des logiques de colle aussi, qui vont changer le classement du produit, qui le rendraient inflammable. Bref.
quand même des jolies réponses à chaque fois, intéressantes, dont on peut parler ensuite en détail si vous le souhaitez. On a également pensé à faire des petites roses, donc on a envoyé ces papiers-là dans une prison de femmes à Rennes. Il existe une prison en France qui est exclusivement réservée aux femmes. Et on leur a demandé de faire des petites roses. Voilà. Donc c'était assez intéressant, un peu complexe quand même. Et donc on a quand même pas mal de petites roses encore en stock. Si vous en avez besoin, on vous en offrira. Voilà. Donc on n'a pas perpétué ce process encore. Voilà, ça c'est les petits rouleaux dont on parlait tout à l'heure pour faire un autre tapis. Et ça c'est une école, effectivement, on sollicite souvent les écoles d'architecture, de design, archi d'intérieur. Voilà, des projets d'école intéressants. Ça s'appelle le Cube. C'est dans les nouveaux quartiers, derrière la gare d'Austerlitz, il y a un cube géant qui est en fait un hub des tuyaux de tas de trucs, gaz, électricité, métro, enfin je sais pas trop quoi, il y a plein de trucs. Donc c'est un cube vide qui est une vitrine, mais on ne peut pas circuler dedans. Donc c'est un moyen intéressant de faire de l'exposition voilà, extérieure. C'était assez rigolo. Donc les étudiants ont exposé des cubes avec du papier recyclé, enfin avec nos déchets. Voilà. Après, on a aussi idée, avec toujours ces 30 tonnes, potentiellement 30 tonnes à recycler, de mettre tout ça dans une boîte quand on a des déchets, et puis de dire aux écoles, si vous avez besoin de drop paper, parce que ça coûte assez cher, hein, notre produit, il est entre 9 et 15 euros du mètre carré. Donc si vous voulez une énorme boîte comme ça qui fait 1 mètre par 1 mètre avec plein de produits pseudo découpés, enfin ça dépend, il y a tout, c'est des restes, hein, c'est des chutes. Donc venez acheter cette boîte, 25 euros, et les 25 euros seront reversés à l'association Clowns sans frontières. Donc ça fait une sorte de cycle assez vertueux où nos déchets sont offerts entre guillemets à une école. Ça, un bon mètre cube de papier comme ça tient une école pour une bonne année. Hein. Ils sont contents avec ça. Puis après, ils refont autre chose avec les déchets, ils refont autre chose, etc. Donc, et 25 euros, c'est pas grand-chose pour eux. Si tous les gamins se cotisent, c'est 1 euro chacun. Et les clowns sont contents. Voilà. Ça, c'est une association qui s'appelle Clowns sans frontières et qui a un peu plus de 20 ans d'existence et qui envoie des clowns dans les camps de réfugiés. Donc après Médecins sans frontières, une fois que c'est apaisé, organisé, et que les gens mangent à leur faim et qu'ils sont soignés, on essaye de soigner leur âme avec l'arrivée de clowns. Et ils ont la fonction d'enseigner en fait aux populations qui sont dans les camps de réfugiés à faire rire les enfants. Donc là aussi, eux travaillent sur un cycle vertueux. Alors ça, c'est un concours qu'on a mis en place. On en est à la 5e édition. On invite les écoles d'archi, de design, à venir utiliser nos chutes. Donc il y a une thématique, on ne les laisse pas comme ça dans le vide. Et donc chaque année, il y a des prix qui sont décernés, il y a aussi des sponsors qui viennent nous aider, il y a des spécialistes de la lumière, il y a des spécialistes là, cette année, on va le faire avec le recyclage du cuir. Voilà, on essaie d'agglomérer différents professionnels pour arriver à avoir une richesse de propositions auprès des étudiants. Voilà, donc ça, c'est un concours assez sympathique qui peut aussi déboucher sur des bonnes idées. Mais on a fini par faire notre matériau, donc c'est voilà, comme ça, année après année, on a trouvé la parade, et c'est le fameux drop cake. Alors là, je rejoins Guillaume, ça a l'air quand même d'être un matériau recyclé, c'est assez emblématique. Bon, certains créateurs le trouvent presque
impressionniste, d'autres l'aiment pas du tout, donc on est aussi capable de l'imprimer, de cacher un peu cette identité. Mais en tout cas, voilà, on est capable aujourd'hui de faire un matériau rigide avec nos déchets. Et donc c'est un process industriel qui, à ce jour, recycle nos déchets en interne principalement. Parce que les gens n'ont pas encore... ne nous renvoie pas encore les produits qu'on met sur le marché. Comment est-ce que ce produit est fait? Ça peut vous intéresser. C'est fait dans une usine qui est en République tchèque et qui mélange donc du polyéthylène, vous voyez ces déchets, ils en ont plein, avec notre matériau, puisque notre matériau n'a pas du tout de liant, c'est-à-dire on a beau le chauffer, il ne va jamais fondre. Notre matériau, c'est composite, polyester, cellulose, fibre de verre, et ils ne font pas. Voilà. Donc on est obligé de mettre d'autres plastiques, d'autres déchets. Et du coup, c'est une usine qui est vachement intéressante. C'est l'usine qui recycle le Tetra Pak. Vous savez, c'est ces briques de lait, les briques de jus d'orange, qui sont une cochonnerie pour l'environnement. Et le fait on a juste une techno assez simple, on déchiquette et on presse à chaud. Et donc le Tetra Pak, eux, ils ont l'habitude en République tchèque de faire des dizaines de milliers de mètres carrés de ce produit. Et donc il a suffi qu'on les sollicite et ils nous ont dit ok, amenez-nous nos déchets, on va mettre le polyéthylène, on en a plein de plastique en stock parce que c'est un peu la poubelle de l'Europe. Et du coup on va traiter votre produit. Voilà. Là, vous voyez le process, c'est du déchiquetage, donc c'est une déchiqueteuse industrielle qui fait un peu de bruit. Je ne connais pas sa consommation électrique à ce jour, mais on le saura à terme pour connaître effectivement la dépense énergétique. Voilà, donc c'est un petit chariot qui va jusqu'à la déchiqueteuse. Ensuite, on a un cadre assez sommaire. Et on a des opérateurs qui viennent comme ça à l'appel mettre nos produits déchiquetés avec le plastique déchiqueté, le polyéthylène déchiqueté dans ce cadre. Voilà. Ensuite, on vient mettre ces broyats. En dessous, il y a une feuille de cellulose enduite de polyéthylène et au-dessus aussi. Voilà, donc ça fait un petit sandwich. Tout ça va aller à la presse à chaud, presse à froid. Et ensuite, on a des plaques. Alors, ces plaques que je vous montre, ce n'est pas les plaques de Dropcake, c'est les plaques de Packwall, donc celles qu'ils font. Mais nos plaques de Dropcake sont identiques. Elles sont moins nombreuses. Hein. On a une production qui est quand même très... un peu... Pardon. Oui, vous avez une question? Non, je continue. Voilà, ça c'était le premier objet qu'on a fabriqué avec ces plaques. Voilà, ça part d'un besoin de se dire on met quand même beaucoup de produits qui répondent à une première fonction. Est-ce qu'on peut changer? Mais on n'a aucune demande. Hein. Là, on est en fin 2019, on a 0 demande, même si on a envie de le faire. Voilà, ça c'est aussi des bénévoles. Qui vont utiliser ces plaques en forme de pulse, faux plancher. Et puis on se dit, bon, on va passer un peu à la vitesse supérieure. Comme la première fois, vous vous souvenez, on avait convoqué des designers avec ce gros tas de déchets et ils nous avaient trouvé des choses assez formidables. Là, on refait une opération designer et on invite encore... c'est pas les mêmes, mais il y en a encore qui répondent toujours à cet appel de manière assez fantastique, assez généreuse. Et là, on est, pour vous donner un ordre d'idée, on est deuxième semaine de février 2020. Voilà. Donc on s'embrasse plus trop. Ça tout saute un peu dans les coins. On se dit, ça va peut-être continuer, on verra. Bon, on continue. Alors on a donné les plaques à une vingtaine de personnes. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ils sont partis tous chez eux pendant un certain temps, comme tout le monde. Et ils sont revenus avec plein d'idées. Et ils sont revenus avec notamment 2 projets.
Donc ici, vous êtes au Mobilier National, vous reconnaissez un petit peu les structures et les étagères. Voilà, donc là on a Lauriane Bonnier et Aurélien Vera qui ont créé une étagère sans clou ni vis, avec 0 déchet. Tout ce qui a été enlevé dans ces plaques a été remis de manière à emboîter l'ensemble. Et ce qui nous a fait plaisir énormément, c'est aussi de leur dire, bah voilà, on a postulé à l'appel à projet du Mobilier National et vous avez été sélectionnés. Donc ils étaient ultra contents. Voilà. Lauriane s'occupe dans ce duo de créateurs. Elle s'occupe de la colorisation. Son métier, elle est designer couleur, je crois qu'on dit comme ça. Et Aurélien, lui, est designer produit. Voilà, il a beaucoup travaillé pour Jean Nouvel, entre autres. Et ce mobilier est intéressant, intelligent, facile. Voilà. Et puis on a Anne Xiradakis aussi qui a été élue. Donc c'était double félicitation parce que sur ce collectif de designers, on a eu quand même 2 produits qui sont rentrés au Mobilier National. Donc ça, c'était février 2021. Hein, ouais. Et voilà, 1 an après le lancement de ce produit, de ce challenge. Voilà, ça c'est la console boucle qui va peut-être se retrouver un jour dans un cabinet ministériel ou une ambassade, qui sait, mais bon, ouais, tout le monde était content. Voilà, donc on n'a pas encore dit notre dernier mot, c'est un matériau qu'on met à disposition des designers. Il faudrait qu'on en récupère davantage et il faudrait aussi qu'on relocalise cette usine. Donc on essaie de travailler aussi là-dessus. Si l'usine, moi j'y suis allée en République tchèque, il faut une demi-journée pour y aller, une demi-journée pour rentrer. Il reste pas grand. Enfin voilà, amener des designers là-bas, c'est compliqué, même s'ils sont très sympas. Ça serait bien que ce soit un peu plus local. Voilà. Et puis là, récemment, on a fait une collaboration avec Marine Père, qui est, elle, spécialiste aussi de design de mobilier. Et ça s'est fait assez simplement. Moi, je trouve que l'offre de Marine Père est hyper gourmande, hyper ludique, très jolie, très, très, très sensuelle. Et en discutant comme ça, je lui dis vraiment, tes meubles, on en mangerait. Bon, elle réfléchit, elle dit, ton dropcake, il est pas mal aussi. Et elle a dessiné le cupcake, voilà. Donc c'est comme ça. Et du coup, là dans le process, c'est nous qui découpons la structure et on fait faire le coussin chez des fabricants français. Voilà. Alors pour rejoindre aussi ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est pas un prix hyper bon marché. Mais voilà, le process, je vous l'ai expliqué, c'est vraiment de la seconde vie et ça peut se recycler bien entendu après. Mais dedans, il y a des valeurs. Au final, c'est un produit qui se vend en prix public à 650 € hors taxe. Voilà, ce que disait Guillaume, qui était à mon sens hyper juste aussi, c'est qu'il faut l'envisager comme un amortissement. Voilà, j'espère sur 100 ans, ça fait que 6,50 € par an. Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser si vous avez des questions. Oui, bonsoir. Je n'ai pas bien compris la matière même avec laquelle vous travaillez. Il y a de la cellulose plus d'autres choses synthétiques, si j'ai bien compris. Et quel est l'avantage par rapport à un cartonnage résistant qui serait fait que à base de papier? Alors c'est un composite qui a... parce que vous avez dit que les enfants peuvent le déchirer, donc ça a l'air d'être fragile quand même. J'en ai apporté là, je vais vous montrer vite fait comme ça. En fait, c'est un composite qui est assez léger et qui a été développé depuis les années 70, qui ne peut pas être que du papier, parce que quand vous, par exemple, en ce moment, il fait 5 degrés. Si c'était 100% cellulose, j'arrive à Maison Objet, je fais mon stand, il fait 5 degrés dehors.
pendant le salon, ça peut monter à 25, 30, 35 degrés. Par exemple, au salon de l'agriculture, il fait super chaud parfois. Voilà. Et du coup, cette amplitude thermique ne permettra pas à votre pure cellulose d'être plane. Et ça va tout de suite tuiler. Ça va faire un effet qu'on peut comparer à de la choucroute et qui n'est pas toujours souhaité pour faire de l'exposition, de la muséographie. Alors, c'est vrai qu'on aimerait que ça soit mono produit, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas le recycler en l'état. Et il est non-feu, et il y a de la fibre de verre, ça nous permet aussi de faire des luminaires. Je ne vous ai pas trop montré, mais on peut faire beaucoup de gros luminaires importants. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à vos relations avec l'entreprise, justement, en République tchèque, par rapport notamment à la colorisation de chacune des plaques. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez gérer, vous, ou est-ce que... Vous êtes designer? Non, pas du tout. Mais justement, c'était un petit peu ce qui était faisable, parce que quand vous me disiez, on a des choix justement de couleurs, etc. Qu'est-ce que vous maîtrisez dans ce mélange? Est-ce que c'est fait totalement aléatoirement et chaque plaque est différente? Avant, on séparait le blanc de la couleur dans nos ateliers. Et du coup, on leur disait, faites-nous des plaques en blanc et des plaques en couleur. Le blanc ressemblait à de la nougatine. Et la couleur, ça dépendait vraiment des campagnes. Donc vous pouviez vous retrouver avec du verdâtre ou alors du très gris ou alors des couleurs plus chatoyantes. Voilà, on contrôlait on contrôlait rien, mais on avait la surprise de voir des couleurs différentes. Et aujourd'hui, l'entreprise tchèque nous a dit c'est fini vos histoires de séparation, nous il nous faut 2 tonnes, et donc ils mélangent tout. Donc maintenant c'est un peu plus équilibré, je dirais. Mais c'est vraiment multicolore. Si on veut faire de la couleur, c'est un process a posteriori. C'est nous qui allons imprimer les plaques. On peut très bien imprimer les plaques. Voilà. On peut les peindre, on peut les imprimer. Mais je vous demandais si vous étiez designer, parce que généralement, les designers, quand on leur donne ça, ils vous demandent ça. Non, et ils veulent des gammes couleurs. Voilà, moi, ça, c'est pas possible. Je ne suis pas designer, mais du coup, ça m'intéresse dans la technique de production, en fait, justement de savoir ce que les designers peuvent utiliser, parce qu'on a bien vu que pour la bibliothèque d'Aurélien Vera et Lauriane Moni, il y a vraiment une question de colorisation, de gradation, enfin voilà, de la couleur, et savoir si c'était quelque chose que vous pouviez maîtriser dans vos relations avec l'entreprise. La colorisation a posteriori, c'est nous qui la faisons, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a les outils. Les imprimantes grand format et à plat, mais à l'usine on contrôle rien du tout, c'est très loin. C'est aussi une des choses qu'on aimerait rapprocher, en fait. Dès lors que vous êtes à côté de l'outil, voilà, ça change tout. Ouais. C'est une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que vous avez pensé à l'après-produit, c'est-à-dire que vous dites que tout est recyclable, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Ma chaise, je n'en veux plus. Je fais quoi? Je dis à qui que tout est recyclable? Parce qu'actuellement, dans les déchetteries, il y a un bac pour le mobilier, un bac pour le carton, un bac... Vous voyez, est-ce que... Voilà, je ne sais pas, c'est une question simple. Nous, on a déjà mis en place un process qui s'appelle la petite consigne. Donc, on éduque, entre guillemets, nos clients par le porte-monnaie. Ils comprennent assez vite, en fait, en général. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous achetez tant de drop paper, donc le matériau de base, on va vous taxer de 2% pour faire nos recherches et développement. Et généralement, ils acceptent. Et c'est le début d'une prise de conscience. Et certains, gentiment, nous ramènent le produit une fois qu'ils l'ont utilisé. Après, si vous parlez du drop cake, de la matière rigide, c'est le même process. Je ne vais pas les surtaxer une deuxième fois. C'est déjà assez cher comme ça. Mais ils savent au moins où ils l'ont acheté, ils peuvent nous le rapporter et nous, on peut le recycler. C'est une question clé que vous posez et qui est une question que évidemment nous on s'est posé au début. C'est pour ça que je vous disais peut-être que le premier truc c'est pas de refaire des meubles. Et donc dans notre questionnement sur comment
finalement on va faire des meubles, toute cette question-là s'est posée et on y a répondu en plusieurs étapes. La première étape, c'est en effet de donner la possibilité du recyclage. Donc ça, c'est ce que je disais, donc pas de mélange de matières, ou en tout cas pas de matière qui ne soit pas recyclable et pas de procédé qui empêche le recyclage. Ça veut dire pas de collage entre deux matières qui ne pourraient pas l'être, pas de perturbateurs de recyclage, etc. Et la troisième, qui est probablement la plus compliquée, qui est celle que vous évoquez, qui est à un moment, quoi que je fasse, c'est-à-dire que nos chaises ont été faites pour être maintenues, c'est-à-dire que je peux changer une coque, je vais trouver très facilement les vis, je vais pouvoir nettoyer, tous les tissus sont lessivables, ou en tout cas tous les coussins sont déhoussables, etc. Donc ça, c'est donner la possibilité, et après il y a la transmission de l'information. Et donc aujourd'hui, on essaie de plusieurs façons. Le premier, c'est qu'il y a l'industrie elle-même s'organise petit à petit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des éco-organismes que vous connaissez peut-être, il s'appelle Ecomobilier. Enfin, Ecomobilier a encore changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, mais il y a Valdelia et Ecomobilier en gros, qui s'occupent et qui sont financés par l'industrie du meuble, et qui s'occupent et qui récupèrent en effet aujourd'hui, je ne sais plus, 90 à 95% du meuble. Il y a des bennes, ils vont dans les déchetteries, enfin voilà, ils sont partenaires de tout ça. Et donc à partir de là, c'est eux qui vont se charger de mettre dans la bonne benne, en tout cas de récupérer, de retrier les matières. Alors pareil, hein, c'est statistique, c'est-à-dire que d'abord ils vont s'occuper du bois parce que c'est ça qui a le plus. Le deuxième gros chantier, ça a été les mousses, parce que les matelas, les trucs, etc. Donc ils ont créé ces filières de mousses recyclées. Et après, il y a tout le reste qui vient petit à petit et qui va se faire, et qui est extrêmement compliqué. Alors les plastiques, ça commence à être relativement bien fait, encore une fois, parce que c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que c'est très simple de séparer le plastique du reste. Il y a des techniques qui se font en déchetterie, d'ailleurs même que ce soit broyé, c'est-à-dire que après la question c'est de la valeur, c'est-à-dire que est-ce qu'on donne la possibilité à une matière d'être recyclée entièrement ou est-ce qu'on va la broyer, et ça c'est une question de quantité d'énergie, de quantité de temps, de personnes qu'il va falloir mettre derrière la machine pour le faire. Et donc plus c'est simple, encore une fois on revient à la conception, plus c'est simple de le défaire, plus ça va être fait et plus la matière va avoir de la valeur. Ou en tout cas la valeur de la transformation sera infinitésimale par rapport à la valeur de la matière. Et puis après il y a des questions qu'on a posées, nous, au départ, à l'industrie, et on s'est dit, voilà, aujourd'hui moi je veux donner l'information de mon produit à la personne à la fin qui va le faire. Et cette personne, ça va être une usine, il ne faut pas se tromper. Le jour où ça va à la déchetterie, alors pendant un moment c'est des gens qui vont le démonter, mais à un moment ça va être une usine, ça va être un broyeur, ça va être je sais pas quoi. Et comment je transmets cette information-là? Et la réponse qu'on m'a opposée, c'était je n'en sais rien, on commence à peine nous-mêmes à se poser la question. Et donc on a envisagé des choses, on s'est dit est-ce qu'on met un QR code? Est-ce que dans 5 ans le QR code, en disant est-ce que le QR code quelqu'un le lit? S'il y est, il va être dessous, est-ce que ça va marcher? Donc on n'a pas fait ça. Est-ce qu'on met une puce RFID? En vrai, c'est la même question. Est-ce que le lecteur, à la fin, il sera utilisé une puce RFID? La vérité, c'est que j'ai pas la réponse. Une des choses qu'on fait, c'est que nous, on essaie sur notre site, mais encore faut-il qu'à un moment la personne s'y réfère, de donner les 3, 4, 5 choses qui vont être faisables. C'est-à-dire la première, c'est que votre meuble il y a de la valeur, revendez-le. Deuxièmement, vous pouvez le maintenir. Troisièmement, donnez-le, il y a des gens qui en ont besoin. Quatrièmement, mettez-le dans la bonne benne. Ça fait déjà pas mal de choses. Et cinquièmement, tout est recyclable, donc faites en sorte que ça aille au bon endroit. Voilà. Bon. On n'a pas résolu le problème pour autant. Il y a des réponses qu'on commence à explorer qui sont intéressantes aussi. Ne hurlez pas, c'est, et j'ai perdu le nom, c'est les tokens en blockchain. C'est-à-dire si on est capable donc je ne parle pas d'un double numérique, donc c'est pas d'une image qu'on va vendre en même temps, mais c'est un certificat de propriété qui soit certifié par blockchain, donc qui soit mémorisé dans la blockchain. L'intérêt que ça a, c'est qu'on peut y attacher toutes les informations qu'on veut, et on peut nous communiquer à la personne qui en est propriétaire sans la connaître. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir qui c'est. Je sais juste que le message que je vais lui adresser pourra, si elle a continué et si ça a été si toute la chaîne a été respectée, c'est-à-dire qu'à chaque changement de propriétaire, le certificat a bien été transmis, et ça c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, eh bien je serai capable d'apporter l'information à cette personne-là.
Et on voit bien, et que cette personne soit un propriétaire, donc qui va l'utiliser, ou soit une usine qui va le démembrer. Et c'est là que ça devient intéressant. Et donc, il y a évidemment la question de l'énergie dépensée. Alors, c'est des technos qui étaient extrêmement énergivores, on connaît le Bitcoin, etc. Quel intérêt maintenant, ils ont une 3e, 4e génération, ça devient assez intéressant. Mais encore faut-il le mettre en place. Donc on commence à faire ça, nous, on commence à y réfléchir pour les pièces les plus onéreuses. Sur la console, on va le faire probablement assez rapidement. Et puis on va voir comment ça fonctionne. Mais c'est ce qu'on a trouvé. Mais en effet, c'est une question clé et c'est une question de transmission d'informations. Et la réalité, c'est que personne n'a cette réponse aujourd'hui. Donc la seule qu'on y trouve, comme en général dans ces cas-là, c'est de faire le plus simple possible et de faire en sorte que les matières qui sont utilisées, les procédés employés, etc., fassent que, quelle que soit la façon dont on le fait, ça va aller au bon endroit. Et donc, d'utiliser des matières relativement connues et des techniques d'assemblage relativement désassemblables. C'est-à-dire qu'au pire du pire, tout ce qu'on prend, et c'est souvent ce qui se passe si on le met dans un broyeur. Alors amusez-vous, si un jour vous dormez pas, amusez-vous à regarder vidéos, broyeurs, machin. Des broyeurs, il y en a des comme ça, mais il y a des machins où on peut mettre de la pièce dedans. Et donc tout sort en cornflakes, et donc à partir de là, ça va être remis dans la bonne filière. Bon. C'est ultimate, mais c'est ce qu'on a trouvé comme réponse. Est-ce que vous avez pensé à un plan B le jour où les pots de yaourt auront disparu du commerce? Ce sera une super bonne nouvelle, on fera autre chose. Non, mais c'est une très bonne question, c'est-à-dire que... Parce que votre valeur ne pourra pas changer, puisque vous êtes basé sur la valeur du recyclage, vous ne pourrez pas utiliser du plastique vierge. En fait, ce que je me dis, c'est que y a beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on réponde aujourd'hui. Il y en a une qui est primordiale, c'est en effet cette pollution des plastiques, etc., et de savoir qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, et je pense qu'on en a encore pour 20 ans. Voilà. Si dans 20 ans, il n'y a plus de plastique, moi je serai content. Enfin, s'il n'y a plus de plastique pour faire mes chaises, je serai content. Alors, pour 2 raisons. Il y en a une qui est vraiment nulle, c'est que du coup, elle va monter en valeur parce que ce sera plus rare. Celle-là, vous ne le dites pas. Et ça n'a aucun intérêt, surtout. Mais surtout parce qu'on sera intelligent et on fera des chaises avec autre chose. Et ça veut dire qu'on aura résolu ce problème. Et ce jour-là, je serai content. Donc, pour les gens qui avaient ces chaises-là, en effet, j'aurais plus la capacité à les maintenir de la même façon. Ok, je pense que c'est un petit problème. J'espère que d'ici là, j'aurai trouvé un truc pour faire probablement une coque qui sera adaptable à cette chaise-là si quelqu'un me la demande, et elle sera dans un autre matériau, et puis voilà. Donc ouais, au fond, c'est une bonne nouvelle si ça arrive. Il me tarde. Le recyclage est un souci le recyclage est un souci qui se pose maintenant, mais vous nous avez dit que vous étiez la 4e génération de fabricants d'architecture qui ne durent pas. Ça veut dire qu'avant, vous jetiez tout? Avant, le drop paper, enfin moi, ma génération, moi quand je suis arrivée, oui, le drop paper, il était jeté. Il était brûlé pas trop parce qu'il est non-feu, mais oui, il était récolté par, on va dire, Paprec, pour pas les nommer. Et effectivement, ils trient un peu, mais ils incinèrent beaucoup. Donc c'est aussi de la revalorisation énergétique. Quoi qu'on dise, c'est quand même des gens qui ont des croissances exponentielles, pas par hasard. Pas parce qu'ils trient, qu'ils revendent des produits triés, c'est parce qu'ils ont des grands fours, des grands chaudrons, et ils revendent de l'énergie. Donc voilà, c'est nouveau, ce qu'on fait, c'est nouveau, mais encore, enfin on est quand même loin de sauver la planète. Et mes ancêtres, c'était du bois, beaucoup. Ouais, mon grand-père était menuisier, un châssis bois, il était peint, repeint. Ouais. Beaucoup de bois. C'était des grands économes, c'était des gens qui avaient du bon sens, parce qu'en fait c'était le plancher servait de cloison et inversement. Et puis il y avait beaucoup de coton gratté, voilà, qui était le matériau le plus économique pour faire des grandes tentures et recouvrir des cloisons. Pareil, je pense que c'était incinéré ou enfoui. Bon, pas terrible. Merci encore à tous pour avoir assisté, et merci à nos intervenants.